On va vraiment pas être long pour introduire ce film. Je vais laisser la parole à Fabrice pour en dire deux, trois mots. Vous verrez que l'engagement est vraiment au cœur de ce film-là également. On aura tout le loisir d'en discuter tout à l'heure. Nous aurons donc après la projection une séquence qu'on a appelée décryptage, ce qui permettra un peu de lancer le débat et les échanges. Encore merci à tout le monde d'être présent. On est bien nombreux, donc on est très contents. Et très belle projection à vous. Et Fabrice, la parole est à toi. Merci beaucoup. Je vais dire très peu de choses sur le film. Simplement, c'est un film chilien qui est tout récent, qui est sorti en mai 2024. Il a été nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur documentaire. Et vous allez y voir deux personnages, Augusto Góngora et Paulina Urrutia, dont les noms peut-être ne vous évoquent rien, mais il faut savoir qu'au Chili, ce sont deux personnes extrêmement connues. Le premier, Augusto Góngora, c'est un journaliste, un reporter, un écrivain qui a joué un très grand rôle, un résistant au régime de Pinochet aussi, qui ont joué un très grand rôle dans la vie culturelle et intellectuelle et politique de son pays. Et Paulina Urrutia, c'est une comédienne, une actrice aussi extrêmement célèbre au Chili, qui a été brièvement ministre de la Culture également. Quand vous allez au début du film, Augusto a été diagnostiqué il y a plusieurs années déjà d'une maladie d'Alzheimer, et vous allez suivre à peu près 4 ans de la vie d'Augusto et Paulina avec la maladie d'Alzheimer. Voilà, je vous souhaite un bon film, et puis on se retrouve après pour en parler de manière à ce qu'on puisse creuser un peu les enjeux qui sont derrière ce film. Bonne séance. On va initier un petit moment de discussion informelle autour de ce film. On va commencer avec trois regards, 3 premiers éléments de décryptage. Vous avez déjà vu et entendu Perrine Malzac tout à l'heure. Pascale Gérardin nous a rejoint. Pascale, elle est psychologue. Elle travaille au CM2R, Centre Mémoire de Ressources et de Recherche de Lorraine. Elle nous accompagne comme Perrine depuis de très nombreuses années dans ces universités d'été. Et puis après, on vous donnera la parole. Il y aura des micros à votre disposition pour échanger sur ce film. Pascal, est-ce que tu veux commencer? C'est une lourde tâche, mais dire peut-être ce que toi, en tant que psychologue, mais aussi en tant que spectatrice de ce film, tu as vu, tu as entendu. Alors, l'exercice n'est pas facile. Alors, c'est un film émouvant. Nous sommes plongés dans un dédale d'émotions, comme vous l'avez vu. Mais en même temps, c'est pas un film triste. Il n'y a pas de complaisance non plus dans ce film, puisqu'on suit quelqu'un qui a des troubles cognitifs et on le voit dans son évolution de troubles. Donc, il n'y a pas de complaisance. En fait, l'élément qui prédomine, en tout cas pour moi, de mon point de vue, je pense que chacun peut avoir une lecture un peu différente, mais c'est cette histoire d'amour tellement puissante, tellement forte, jusqu'au bout, dans ce que je souhaiterais souligner, dans une réciprocité de l'échange entre les deux. Et ça me faisait penser au livre de Paul Fustier sur le lien de l'accompagnement dans le don contre don. Et je trouve qu'ils se donnent l'un à l'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'un côté il a des troubles cognitifs, bien évidemment, mais en même temps, on voit bien qu'ils se soutiennent l'un et l'autre. Il la rassure après l'épisode de confusion, de désorientation, où il lui dit « j'ai merdé ». J'ai merdé et non, c'est pas arrivé, je t'assure de mon amour, je t'aimerai tout le temps. Donc on voit bien que c'est lui qui rassure. On pourrait penser dans ce type de relation que finalement, lui, de par ses troubles cognitifs, finalement, il est complètement dépendant et il ne l'est pas. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est la force de ce film-là, c'est de bien montrer qu'il y a un échange qui est dans le don contre don et ils s'aident tous les deux, l'un et l'autre. Enfin, en tout cas, je trouve. Le deuxième élément, peut-être
que je souhaiterais souligner de mon point de vue, c'est autour de la communication. Et on voit bien que il communique. Nous, on appelle ça un peu la métacommunication, puisqu'il communique aussi sur ce qu'ils ressentent. Il l'invite à communiquer sur ce qu'ils ressentent tous les deux. Donc, on est bien dans la métacommunication. Et avec finalement une communication qui est de son côté à elle sur la mémoire déclarative, puisqu'elle cherche à lui faire rappeler des souvenirs, son mariage, etc. Et lui, dans cet échange-là, puisqu'il est dans l'incapacité de se rappeler tout ça, finalement, il fait une petite pirouette. Donc, elle est plutôt dans une communication très rationnelle sur la mémoire déclarative, explicite. Elle l'amène à se souvenir. Et lui, puisqu'il est dans l'incapacité de se rappeler, finalement, il fait une pirouette, puis il va lui dire « Tu es belle, tu es jolie ». À un moment, on voit, il fait un pas de côté et ça la fait éclater de rire. Et donc, la communication entre deux est préservée. Et ça m'amène aussi à un moment où on dit finalement sans mémoire, pas d'identité. Moi, je trouve que le film il fait la démonstration inverse, à savoir que finalement l'identité n'est pas réductible à la mémoire. Et c'est vraiment la question centrale autour de ces pathologies neuroévolutives où c'est des questions éthiques, philosophiques. Que devient la personne lorsque les capacités cognitives ne sont plus? Et je trouve que ce film-là fait la démonstration finalement que l'identité n'est pas réductible à la mémoire. Ce monsieur, il est... ou alors vous allez me démontrer le contraire, mais je trouve que l'identité de ce monsieur, c'est jusqu'au bout. Il n'y a pas de... Peut-être aussi un petit mot sur la communication. On voit bien que la communication, donc, elle ne passe pas nécessairement par le langage, encore que on a aussi une image des troubles cognitifs où ce monsieur, il n'a pas de troubles du langage verbaux, alors que on a aussi en clinique des personnes qui ont des troubles du langage et qui ne s'expriment pas, ou qui ne peuvent plus. Et là, on a bien une communication qui est très sensorielle, très affective, tactile. Ils se touchent beaucoup. Ils sont vraiment dans un échange en face à face. Et c'est ça qui est, en tout cas, très, très émouvant jusqu'au bout. Donc, peut-être le message, et pour répondre à Geneviève tout à l'heure sur la présomption d'incompétence, là, c'est un plaidoyer contre la présomption d'incompétence. On voit bien que ce monsieur a des compétences et autour d'autres capacités qui ne passent peut-être plus par la mémoire déclarative, explicite, autobiographique, mais ce monsieur, il est très présent. Voilà. Merci beaucoup. Perrine ? Oui, alors moi, ce que je disais là en montant sur la scène, c'est que c'est vraiment bien de le voir deux fois. La première fois que je l'ai vu, ce film, dans l'optique de cette rencontre, au milieu d'une insomnie, au milieu de la nuit, je regarde et c'est vrai que j'étais peut-être un peu agacée de ne pas pouvoir m'identifier à un couple que je trouvais extrêmement merveilleux, on va dire, dans leur relation, dans le positionnement de cette femme vis-à-vis de cet homme qu'elle aime, dans l'amour important qu'on sent entre eux et dans la justesse de son approche. Et je me disais, mais voilà, c'est pas possible. Elle va s'agacer un moment, elle va s'énerver, elle va... voilà. Je me disais, mais finalement, si on est soignant ou si on est un proche de quelqu'un qui a des troubles comme ça, et de la voir tellement, entre guillemets, parfaite, peut-être que ça peut être... déstabilisant, de se dire mais j'y arriverai jamais, je suis pas à la hauteur. Donc c'était cette première impression comme ça un peu
peut-être d'agacement de me dire mais pourquoi on nous montre cette... Puis, bon, ils sont quand même privilégiés, on la voit qui peut organiser sa vie tout autour de lui, qui a un travail qui le permet, elle est actrice, elle peut l'amener sur son lieu d'exercice, il peut se mêler aux autres acteurs comme s'il était acteur et danser avec eux. Enfin, il y a toute une série de petites scènes comme ça qui... et puis on voit que c'est des êtres quand même qui ont une vie riche, qui ont une expérience riche, qui peuvent mobiliser tous ces souvenirs heureux. Et donc voilà, c'était un petit peu pour moi voilà, quelque chose où je me disais, mais bon, voilà, quand on va présenter ça, peut-être que les soignants ou les familles ou les proches ou les aidants qui vont être dans des situations beaucoup plus difficiles, ça peut les déstabiliser. Et puis là, dans la deuxième vision, je trouve quand même que... comment dire, la beauté et puis l'émotion de cette relation a pris le dessus. C'est-à-dire mon agacement est tombé et je trouve qu'effectivement c'est convaincant cette relation et peut-être qu'elle peut aussi, dans la manière dont ces deux personnes, dans la patience de cette épouse, tellement amoureuse, et puis dans l'amour qui persiste de cet homme malgré ses troubles, peut-être qu'il y a des enseignements à avoir, de se dire, ben oui, effectivement, même dans les moments les plus critiques, même au moment où il ne la reconnaît plus, sa posture toujours de confiance en lui et de confiance dans leur relation peut aussi faire que ces choses-là, que ça passe. Que ça puisse quand même faire sens dans leur relation, que ça n'altère pas trop le lien, qu'ils puissent cheminer malgré tout jusqu'aux moments les plus difficiles de la maladie. Voilà, donc c'est un peu ces deux impressions, ces deux émotions que je voulais vous partager. Merci beaucoup. Alors moi j'ai 3 mots qui me sont venus en le voyant et puis en le revoyant. Le premier c'est mémoire, évidemment. Même mémoire individuelle et collective, parce qu'au fond, il y a 3 histoires dans ce film. Il y a l'histoire de la vie d'Augusto, il y a leur histoire d'amour, et puis il y a l'histoire du pays, il y a l'histoire du Chili, dont il se trouve qu'Augusto a été l'un des chroniqueurs. Il a travaillé pour un média clandestin pendant la dictature, il a restauré une mémoire collective menacée. Vous savez, il y a cette belle scène avec Raoul Ruiz où il dit à Raoul Ruiz, toi tu veux ressusciter les morts et moi je voudrais faire en sorte d'éviter que les morts ne meurent, notamment les victimes du régime, ceux qu'on a torturés, assassinés, qu'on a fait disparaître. Et moi, mon rôle de journaliste, de chroniqueur de cette période, c'est qu'ils ne soient pas oubliés, ces gens qui ont été réduits au silence et parfois tués par le régime. Et donc, il y a ça. Et puis après, il a fait la chronique, il le dit très bien, l'histoire de 17 ans de démocratie, 1990-2008. Il a aussi raconté cette histoire-là du Chili. Et donc il dit que bon, voilà, il raconte que c'est un peuple et que c'est le même peuple qui est passé de la peur et de la joie, de la peur à la joie. Et je trouve que dans le film, on passe un peu de la joie à la peur. La première partie du film est quand même assez légère, il y a une forme de pudeur et on sent qu'il y a des difficultés, mais elles ne sont pas montrées. Plus le film avance, plus elles sont montrées, on sent qu'elles étaient déjà là. Donc il y a une espèce de chiasme entre l'histoire du Chili, de la joie à la peur, et l'histoire d'Augusto, là, de la joie à la peur dans ce sens-là plutôt. Et ce qui me frappe là dans le rapport à la mémoire et à l'histoire qu'ils ont, il le dit lui-même, il est sur une mémoire émotionnelle. Et il est sur une mémoire, il dit toujours tourner vers le futur, il faut être fier, ému de ce qu'on a fait, mais aussi, vous voyez, il se rappelle les bons comme les mauvais souvenirs. Elle n'a pas peur de lui montrer des scènes alors de résistance, mais de lui rappeler que un de ses meilleurs amis a été enlevé et assassiné. Et donc il y a une forme de rapport à la mémoire et à l'histoire de vérité. Il y a un élément de vérité dans le film. On va montrer les choses telles qu'elles ont été. On n'enjolive pas le futur ou la mémoire. C'est pas une hagiographie. On le montre lui-même aussi en train de faire la sieste après un dimanche après-midi bien arrosé. Donc il y a cet effet de vérité dans ces histoires, et je trouve qu'il y a dans cette mémoire émotionnelle où on a les bons et les mauvais moments, les moments de joie et les moments de peur, et Dieu sait qu'il y a des scènes où on le sent il y a une peur qui est très importante. Et ça, c'est mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est après le mot mémoire ou histoire, c'est le mot perte.
Là-dessus, il y a un élément de vérité. Alors, vous pourriez faire la liste des pertes qu'on voit dans le film, qui sont liées à la maladie d'Alzheimer, au déficit. Il le dit lui-même. À cause d'Alzheimer, il y a un certain nombre de choses que je ne peux plus faire. Il a des difficultés à la fin pour s'habiller, pour manger, pour se laver, pour reconnaître la maison qu'il a lui-même bâtie de ses mains, pour reconnaître Paulina. Il parle avec son reflet pour discerner l'image de lui-même et lui-même. Et donc on pourrait faire une litanie comme ça de pertes au pluriel. Et moi, il me semble quand même que si on faisait que ça, on passe complètement à côté du film, qui est la perte. C'est-à-dire il y a quelque chose, quand on le voit perdu, lui, c'est pas juste des capacités ou des aptitudes qu'il a perdues, mais il a le sentiment d'être dépossédé de quelque chose qui est lui-même. Mes livres, mes amis, où ils sont, il m'aime plus. Donc c'est comme si, et cette mémoire qu'il a lui-même accumulée, c'est ça ses livres. Mes livres, c'est moi, mes livres, c'est moi et mes amis. Et donc il y a quand il dit tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, je ne crois plus à rien, tu n'es pas toi, il ne m'aime plus, je suis seul, mes livres étaient tout ce que j'avais. Il y a vraiment on a l'impression de l'expérience d'une perte. Il n'y a pas beaucoup de films qui le montrent comme ça, qui est plus qu'on a perdu le souvenir de certaines choses ou qu'on a perdu certaines capacités, mais on se sent littéralement perdu et d'avoir perdu ce qui nous tenait à nous-mêmes et ce qui faisait notre identité. Et de ce point de vue-là, il n'est pas dans l'atténuation. Moi, ça m'a fait penser à une scène dans Style Alice, pour ceux qui vous connaissent ce film, où Julianne Moore se réveille en pleine nuit et dit « Mon cerveau est en train de me lâcher, tous mes efforts pour construire ma vie, toute mon intelligence est en train de me lâcher. C'est pour ça que autour de ça que j'ai construit ma vie. » Donc une perte presque plus existentielle. Et comment ils rebondissent autour de ça, moi, il me semble que c'est... qu'est-ce qu'on répond à ça ? Et la seule réponse qu'elle a, c'est « Tu es aimé ». Et face à une perte aussi... radicale, existentielle, personnelle que ça, qu'est-ce qu'on peut répondre d'autre à part tu es aimé ? Tu as des frères, tu as des enfants, tu as des amis, tu m'as moi, je suis là, tu n'es jamais seul. Et je ne vois pas vraiment ce qui peut être en réponse à cette perte. Alors elle a tout un tas de savoir-faire que Pascal a souligné. Mais au fond, on a l'impression que ce qui peut venir en contre-feu par rapport à ce sentiment d'être totalement perdu et de se perdre, à part cet amour-là, et cette amitié, cette affection et ces liens, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut mettre en face. Moi, c'est un film qui m'a remémoré un passage très célèbre dans l'Odyssée d'Homère. Il y a une scène où, dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse descend aux enfers et rencontre Agamemnon, et Agamemnon lui dit « Ulysse, t'es pas encore rentré chez toi, ta vie n'a pas fini, et tant que ta vie n'est pas finie, on ne pourra pas dire quelle aura été ta vie. C'est le point final de votre existence, heureux, malheureux, tragique ou joyeux, qui va faire qu'on va relire toute votre existence à partir de ça, comment il a fini. » Et je trouve que ce film annule un peu la prophétie d'Agamemnon, c'est-à-dire que oui, il finit malade, il finit dans un sentiment de perte important, et le film conjure un peu ça. C'est que la mémoire, tout ce qu'on voit, ce qu'il a été, un père, un amant, un journaliste, un activiste politique, un homme de culture, ça reste, en fait, ça va rester malgré ce sentiment de perte. Mon troisième point, et j'en aurai fini, et puis on va vous donner immédiatement la parole, c'est les liens. La mémoire, la perte et les liens. Il me semble que c'est ce lien, et Pascal et Perrine ont commencé à en parler. Alors oui, ils ont énormément de chance. Ils ont de la chance d'abord, et lui notamment parce qu'il est rescapé. Ça a été un opposant à une dictature et à un régime militaire. Il s'en est sorti, il n'a pas été arrêté, il n'a pas été torturé, il n'a pas été enlevé. Donc c'est un rescapé de cette période-là. Ils vivent dans un milieu socialement et économiquement favorisé. Ils ne sont pas seuls, ils sont deux, ils s'aiment. Il n'aime pas être seul. Il se trouve qu'elle peut l'emmener, tu l'as dit, sur son lieu de travail. On parle en ce moment des salariés aidants ou des aidants en emploi. Il n'y a pas beaucoup d'aidants en emploi qui peuvent emmener leurs malades avec eux sur leur lieu de travail. Or, c'est ce qu'elle peut faire. Donc, ils sont chanceux, favorisés à de très, très, très multiples égards. Et pourtant, ça ne nous donne pas une vision idéalisée, c'est ce que tu disais aussi, de ce que c'est que la maladie. Il y a quelque chose de leur lien qui demeure. Et moi, comme leçon un petit peu générale du film, il y a deux choses qu'ils font magnifiquement. Ils font preuve d'énormément d'humour.
et d'énormément de douceur réciproque. Il y a l'amour dans le film, effectivement, ce qui est là ou qui n'est pas là. Bon, et là, il y a aussi beaucoup de douceur dans la façon dont ils se parlent l'un à l'autre et dont ils envisagent ce qui leur arrive aussi, et beaucoup d'humour. On en parle souvent avec Virginie Ponel, mais cette notion d'humour dans ces maladies-là, et par moments de dérision, d'autodérision, mais c'est une moquerie qui n'est pas une moquerie agressive, mais on a le droit d'en rire. Donc il y a ce lien-là entre eux, évidemment, qui est fondamental. Et le point sur lequel je voudrais finir, c'est qu'il y a un lien entre lui et son pays, en fait, que le film re-raconte. La mémoire éternelle, c'est aussi la mémoire du Chili, dans lequel Augusto a joué un rôle extrêmement important dans son histoire. Dans le film, on voit Raúl Ruiz, Javier Bardem, on voit de nombreux militants, des écrivains, des comédiens, des réalisateurs. Donc pour les Chiliens, c'est comme comment est-ce qu'il y a quelque chose comme un amour, une affection, une estime, une considération qui va persister même quand la mémoire fait défaut. Et donc le film est, je trouve, une manière pour le peuple chilien de rendre hommage à cet homme pour ce qu'il a apporté au pays. Vous voyez, à la fin, il lui dit à elle « merci pour tout », et elle répond « merci pour tous », sous-entendu pour tous ceux auxquels tu as apporté une mémoire, un souvenir dont tu as retracé le chemin. Donc voilà, je voulais finir là-dessus. Et mon tout dernier point, et puis on vous donne la parole, c'est quelque chose que dit souvent Colette Romanoff, et je trouve que le film le montre très bien, c'est qu'il y a quand même une énorme différence entre des troubles cognitifs et une perte de l'intelligence. Il a des troubles cognitifs. Il y a des choses dont il ne se souvient plus, il y a des situations qu'il n'arrive plus à analyser, il y a des lieux qu'il n'arrive plus à décoder. Donc il a des troubles et il a des déficits, des déficiences cognitives très importantes, y compris motrices à la fin, etc. Ça n'en fait pas quelqu'un qui n'est plus intelligent. Il garde une intelligence des situations, des rapports, une intelligence de sa relation, y compris quand il essaye de décoder ce qu'il voit de son image et essayer de donner un sens à ce qu'il voit. Il y a quelque chose comme une persistance de l'intelligence. Donc voilà, c'est pas du tout moi qui l'invente pour le coup, c'est Colette Romanoff qui le dit souvent, mais ne confondons pas des troubles cognitifs, même importants, et une perte de l'intelligence. Pertinence des propos qui sont toujours adaptés en fait. Hein. C'est toujours très cohérent, ce qu'il dit est très pertinent. Et ça à défendre aussi. C'est créditer l'autre d'une parole authentique, dans l'immédiateté certes, mais qui est présente et qui reste toujours pertinente en fait. Encore faut-il l'entendre. Allez, on vous donne la parole. Il y a 2 demandes derrière et puis Michel Clanet devant. Bonsoir, Sabrina Georgi, psychologue en EHPAD et en accueil de jour. Je voulais juste rebondir sur l'importance aussi de partager pour la dame dans ces films, c'est vécu avec, je pense, nous déjà, avec les personnes qui peuvent regarder les films et je pense un peu à cet aspect-là aussi comme quelque chose de thérapeutique au moins pour les proches. Et peut-être, je ne sais pas quelle était la conscience de ces messieurs de participer à un documentaire, à un film. Et ça me rappelle un couple qu'on a accompagné dans l'accueil de jour. Et donc, à un certain moment, c'était un monsieur qui venait à l'accueil de jour. Et à un certain moment, ce monsieur a quitté le domicile pour rentrer en établissement. Et après un certain moment, j'ai proposé aussi aux aidants un groupe de parole et les personnes qui quittaient, les familles dont les proches ne venaient plus à l'accueil de jour avaient la possibilité de continuer à participer. Et ça m'avait beaucoup touchée que cette dame, après pas mal de temps, en revenant, m'avait dit ah, mais combien de beaux moments qu'on a passés ensemble à l'accueil de jour. Et ça m'avait... sûrement, il avait eu des bons moments, mais en entendant un proche, elle avait pu partager pendant les groupes de parole beaucoup des moments difficiles, douloureux.
Mais voilà, ça m'avait beaucoup touchée, le fait qu'elle m'avait dit, mais combien de beaux moments on a passé. Voilà. Et donc les films, ça m'a fait penser, malgré la maladie, à beaucoup des bons moments et des moments poétiques qu'on vit et qu'on peut quand même partager, transmettre avec d'autres, avec des soignants, voilà. Tout ce que vous avez dit, je partage complètement. Il y a deux points, moi, qui me frappent là-dedans. Alors le premier, ils ont beaucoup de chance pour deux raisons. La première raison, c'est que ce sont tous les deux des intellectuels. Le langage est important pour eux. Tout va passer par l'amour, mais le langage est présent en permanence. Et il est présent d'autant, non seulement le langage verbal, il ne faut pas oublier qu'elle est actrice. Et donc le langage non verbal, elle l'utilise et ça passe bien. La deuxième chose qui me frappe, et là c'est pour lui, c'est, vous n'en avez pas parlé, mais la différence d'âge. Elle est plus jeune et son amour permet de l'accompagner dans une situation où, dans d'autres environnements, ça serait peut-être plus difficile. Alors, le langage, il est tout le temps là, il est présent, elle reste et elle rentre dans sa vie de malade, elle rentre complètement. Je me souviens, quand on était en psychiatrie, quand j'étais jeune, on nous faisait délirer avec les psychotiques. Et donc, elle rentre complètement dans ça. Et c'est le seul moment, et je terminerai là-dessus, le seul moment où ça dérape et où on sent complètement sa détresse, c'est le moment où son langage ne sert plus à rien. Où elle n'est plus reconnue, où il y a un syndrome de Capgras, il ne sait plus qui elle est, il ne la reconnaît pas. Et à ce moment-là, elle n'arrive plus à trouver cette familiarité avec lui qui lui permettait encore de pouvoir finalement le rassurer. Et à ce moment-là, on voit bien la détresse et elle pleure. Et ça, on le revoit une ou deux fois dans le... Voilà, ce sont des points qui m'ont particulièrement touché là-dedans. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais enchaîner sur ce qu'a dit monsieur, parce que tu nous as parlé de la perte et tout le monde a l'air de penser qu'ils ont de la chance. Et moi, je me demande si finalement, il n'y a pas dans son histoire à elle un côté sacrificiel et une perte d'elle-même au bénéfice et dans le souvenir et le vécu jusqu'au dernier moment de cet amour qui n'est plus que... Je ne sais pas comment vous avez dit tout à l'heure, c'était très joliment dit. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là et qui doit être en partie lié à cette différence d'âge incroyable, parce que finalement, on ne sait pas quel âge elle a quand ils se rencontrent, mais on a l'impression qu'ils ont au moins 20 ans, si ce n'est plus d'écart, quoi. Un peu moins. Je suis pas bien loin. Merci. Autre commentaire ? Oui, moi ce que je trouve un petit peu étonnant, c'est leur solitude à deux. Bien sûr, le parti pris est de nous montrer un couple avec une belle histoire d'amour dans des circonstances complexes et de plus en plus difficiles. Mais où sont les amis, en effet ? Et lui, il le dit à certains moments. Où sont les enfants ? On ne nous les montre pas, on ne les voit pas, sauf à un moment la fille. Il y a le Covid, c'est vrai, mais elle semble ne pas pouvoir raconter à qui que ce soit ce qu'elle vit. Et moi, je pense que dans ce qu'on connaît les uns et les autres auprès de nos malades, moi, ça me semble quelque chose de vraiment difficile et qui ne va pas. Enfin, j'ai trouvé ça très gênant qu'on veuille nous montrer uniquement cette relation entre eux et pas du tout une relation avec d'autres personnes. Je trouve que ça manque. Est-ce que ça existait ou pas ? Je ne sais pas. Mais c'est d'autant plus difficile dans leur relation, je pense. Mais il y a quand même un parti pris. Ils sont évoqués, les amis, les enfants, on la voit elle une fois, la fille. Et il y a le Covid. Il y a une grande partie du film où on pense, où
Voilà, mais effectivement, c'est une espèce de huis clos, et on imagine que s'il y a eu un diagnostic, ils ont quand même vu un médecin, un neurologue, et donc il y a un arrière-plan, donc on devine quand on connaît ce genre de maladie, mais qui n'est pas montré. Est-ce qu'il y a des aides à domicile, par exemple, qui viennent avant le Covid et après? On ne sait pas, probablement, mais effectivement. Mais en tout cas, je suis l'impression, moi, mais il y a vraiment un vrai parti pris filmique, scénaristique, et un peu le huis clos occasionné par le Covid, ce qui fait que même la réalisatrice ne vient plus. Vous voyez, il y a des images où elle-même filme avec son téléphone, ça dure assez longtemps quand même dans la période. Hein. Ce que je voulais dire, c'est au niveau du sacrifice. Effectivement, ma maman est restée auprès de mon papa durant 6 ans, donc à domicile, jamais en EHPAD ou autre établissement. Et je pense qu'effectivement, on peut parler du sacrifice de l'aidant quand on sait qu'il faut que l'aidant, il faut qu'il soit constamment auprès du malade. Et le fait de se sentir seul, lorsqu'on est malade et aidant de malade, eh bien, les familles, les amis ne viennent pas trop souvent lorsque le malade est vraiment très, très malade. Et c'est peut-être aussi également une des explications. Voilà, je voulais soulever ce point-là. Très bien, merci beaucoup. Monsieur ? Oui, moi, contrairement à vous, madame, ici, là, je pense qu'elle a été aidée parce que c'est la deuxième fois que je vois le film et pour qu'elle puisse se donner, même si effectivement, il y a, c'est une histoire d'amour qui les porte, donc... et qui la porte, elle, surtout dans ce cas-là, puisque lui, même s'il exprime encore des choses, il est en difficulté, quoi. Et si elle peut montrer tout ce qu'elle donne, c'est que je pense, parce qu'elle est aussi aidée, mais par des gens qu'on ne voit pas, bien sûr, dans le film, quoi. Mais si elle avait à la fois à assurer le fonctionnement de sa maison, poursuivre son travail et l'aider, je pense qu'elle aurait eu un autre épuisement. Là, parce que sa culture lui permet aussi, et ses moyens, leurs moyens, on va dire. Mais moi, on l'a fait passer, nous, dans les Côtes d'Armor, hein, au printemps, là. Ce qui est difficile auprès des familles, c'est les gens disent facilement, bon oui, c'est des gens aisés, culturellement, financièrement, c'est des gens qui ont un certain niveau. Et on met un peu trop là-dessus, alors que je pense que en amont d'une projection de ce film, il faut peut-être faire passer un message de l'émotion, quoi, la force des émotions. Je ne sais pas, hein, je cherche des pistes parce que c'est un film qu'on a envie de rediffuser dans les Côtes d'Armor. D'ailleurs, on va le faire demain à Lamballe, mais dans un cadre d'EHPAD, ce coup-là. Mais je crois qu'en amont, il faut faire un message adapté, malgré tout, pour que la perception du public soit le plus profitable possible, quoi. Voilà. Très bien, monsieur. Madame, je crois que vous avez le micro. Oui, bonjour. Bonsoir, Barbara Fourcade. Je suis psychologue en EHPAD. Et en fait, moi, ce qui m'a... ce que j'ai remarqué là dans ce film, c'est que le fait qu'ils soient tous les deux à domicile, alors ça a toute sa complexité, mais aussi toute sa chance. Parce que toutes les familles, il y en a beaucoup qui disent quand même « et mon proche ». Avec cette maladie, je le reconnais plus, c'est plus celui que j'ai aimé, c'est plus celui avec lequel j'ai partagé ma vie, et c'est extrêmement difficile, notamment quand c'est des malades qui sont en établissement, de maintenir ce lien d'intimité et ce lien de complicité aussi, parce que finalement les visites sont peut-être pas quotidiennes. Et les actes essentiels de la vie, finalement, sont de moins en moins partagés. Et c'est une vraie interrogation, comment on peut les accompagner dans ce lien-là, qui aussi fait... où il y a une reconnaissance mutuelle, en fait. Merci beaucoup. Ouais. On voit combien, quand même, elle est dans cette volonté tenace
maintenir le dialogue et la mémoire, et que peut-être c'est une piste aussi. Enfin, c'est pour ça que je disais au début, ça peut paraître démesuré ce qu'elle fait, mais finalement, on voit quand même qu'elle tricote ça de façon très patiente et très déterminée, de maintenir un dialogue, de ramener des souvenirs, de relire la couverture du livre. Enfin, elle a toute une série de façon comme ça, en fait, c'est elle qui tient. Effectivement, il disparaît, il n'est plus le même, et en même temps, elle le ramène toujours à lui-même et à eux tous les deux, et ça marche d'une certaine façon. Donc, je trouve que c'est intéressant finalement aussi cette façon de faire. Effectivement, il y a beaucoup d'énergie. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'investissement, et c'est à ce prix-là que... Alors après, effectivement, c'est une histoire singulière d'un couple, mais qui permet aussi d'avoir un regard sur les troubles cognitifs qui me paraît intéressante. Mais on voit qu'elle est dans une force joyeuse, hein, avec ses éclats de rire, mais c'est de l'énergie, hein, effectivement. Je crois qu'on avait une remarque encore là. Je crois monsieur d'abord et mesdames. J'aurais juste une question, parce que j'ai remarqué que dans cette perte, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. En fait, autrement dit, plutôt dans cette perte, ça n'a pas cassé la dynamique du lien. Donc du lien construit et de l'amour construit. Alors je voulais déplacer un petit peu l'expérience pour dire, mais qu'est-ce qui reste dans l'accompagnement lorsqu'il n'y a pas eu cette dynamique de lien construit et d'amour partagé? La question est ouverte, nous la lançons. Non, mais moi, ce que j'entends, c'est que c'est vrai que cette maladie, elle éprouve le lien, et elle est quelque part, elle met à l'épreuve les liens affectifs, hein, amoureux ou filiaux ou autres, et que effectivement, quand ces liens sont forts, probablement que les personnes y arrivent mieux que quand c'est plus compliqué, plus distendu. Voilà. Un élément de réponse, c'est que elle aime l'amour qu'elle a eu pour lui. Et avec l'énergie du désespoir, elle essaie de sauver cet amour perdu. Et c'est pour ça que je serais un tout petit peu en désaccord, comme vous disiez, Pascal Gérard, qu'il n'y a pas de tristesse. Il y a quand même de la tristesse. La tristesse du fait que l'amour est devenu porté par la pitié, et qu'on n'aimerait pas avoir quelqu'un qui nous aime par pitié. Pas toujours de la pitié, vous l'avez dit, il y a de l'humour, il y a des éclats de rire, il y a de la spontanéité, mais il y a quand même cette tristesse qu'on voit souvent cultivée dans le film. Il y a des scènes de nostalgie, on les revoit plus jeunes, et il y a de la tristesse dans ce film, et pourquoi pas? Je crois qu'il faut aussi accepter la tristesse. Tristesse partagée, d'ailleurs, hein, puisque lui aussi... Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Mais alors... Parce que je trouve que les images du passé, elles ne sont pas nostalgiques, et même elles n'ont pas disparu. C'est que ça leur redonne une forme de présence et d'existence, et ça n'a pas perdu sa valeur. Enfin, et je trouve qu'elle n'est pas amoureuse de l'amour qu'elle a eu pour lui. Je trouve qu'elle est, au contraire, il est vif, cet amour-là, il est présent. Alors quand elle passe plusieurs heures et qu'il ne la reconnaît pas, là... il y a une énorme faille, parce que là, pour le coup, le lien, c'est terminé. Et donc, elle redoute ce moment-là ou ces moments-là. Mais il me semble, moi, j'ai vu moins de nostalgie. J'ai l'impression que cet amour, il est vivant, il est présent, il existe. Alors, évidemment, il a changé de nature. Mais pour le coup, Stevenson nous a invités à faire un pas de côté. Mais vous avez quelqu'un avec une autre maladie qui ne touche pas la mémoire, mais une autre maladie grave. Votre lien avec lui va changer, les projets avec lui que vous aviez vont changer aussi. Et donc, évidemment, c'est pas tout à fait du même ordre, mais voilà, on a deux lectures un peu différentes. Oui, elle le maintient. C'est bien, le débat, merci Pierre, le débat est relancé. Alors, je crois qu'il y avait madame, et ici. Ce que j'ai aimé particulièrement, c'est qu'en fait, quelque part, on veut vraiment nous interpeller sur les possibilités encore émotionnelles, les possibilités d'entendement, les possibilités de communication, les possibilités de temps qui peuvent être encore vécues
par la personne touchée par la maladie, par cette maladie neuroévolutive. Donc, quelque part, on montre encore tout ce qu'il est encore possible pour elle de vivre, et donc de ce qui est encore vivant en elle. Et ce que j'ai trouvé vraiment qui était particulièrement du coup montré quand on lit de cette manière-là le film, parce qu'on a déjà fait, nous, à plusieurs lectures, et donc quelque part, nécessairement, on réagit aussi avec nos émotions par rapport à ce film. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose justement dans ce qu'il a été dans sa vie, qui est toujours existant en lui. Et parce que, quelque part, parce qu'elle l'a aimé, parce qu'aussi, quelque part, elle l'approche avec une forme d'empathie, de recherche, de lien toujours à conserver, d'une sorte de quête de sens en même temps dans sa vie à elle et dans leur vie, et peut-être dans leur vie plus familiale et plus large qu'on ne nous montre pas là, je pense, je suis d'accord avec M. Xil, par un choix cinématographique. Mais ce qui est certain, c'est que quelque part dans ces feedbacks, on revoit toujours la personne, c'est-à-dire que c'est bien elle, en tant qu'Augusto, avec son identité, qui est toujours là jusqu'au bout, qui a été cela et qui en elle a encore cela. Et parce qu'elle a encore cela, par la communication et la communication non verbale notamment, on va pouvoir encore aller la rejoindre, on va pouvoir encore la faire exister et lui faire exprimer des émotions et des paroles pertinentes parfois qui viennent rejoindre l'autre émotionnellement et l'épauler, l'accompagner, parce que dans cette rencontre, il y a plus grand, il y a autre chose qui est de l'ordre du lien et de la rencontre. Merci beaucoup. Non, je voulais dire, je ne suis pas du tout d'accord avec lui qu'il y a de la pitié. Il n'y a aucune pitié là-dedans. C'est de l'amour et c'est la perte, mais c'est continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on peut arriver. Et dans un film, je suis menteuse, on ne peut pas tout mettre. Donc elle a choisi ça, a démontré ça, et pas les trucs de pathos. Elle tombe pas là-dedans, mais elle garde l'émotion. J'aimerais bien savoir où ils en sont aujourd'hui, parce que moi, mon histoire, j'avais l'impression de vivre mon histoire. Et ils ne sont pas au bout. Moi, maintenant, c'est au bout. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est arrivé au bout. Merci beaucoup, madame. Je crois qu'il y avait une autre... Quelqu'un sait sur la suite, Fabrice? Augusto Góngora est mort en mai 2023, il me semble, à peu près un an avant que le film sorte. Un an avant. Merci. Je ne sais plus où est le micro, pardonnez-moi. Ben, madame. Oui, je n'aime pas parler de micro. Oui, ce film m'a touchée, enfin, lui m'a touchée, elle est touchante, mais lui m'a touchée dans sa capacité, effectivement, qu'elle lui permet, peut-être pas toute seule, on la voit elle, mais peut-être pas toute seule, à pouvoir continuer à s'exprimer en dehors du bagage qu'il a depuis, voilà, qu'il a acquis au niveau culturel depuis sans doute de nombreuses années. Mais on le laisse s'exprimer, ce qui n'est pas toujours le cas chez les personnes qu'on accompagne, ou même quand ils essayent de s'exprimer, on n'est pas prêt à les entendre, en fait. Hein. Donc c'est pour ça que ce film m'a beaucoup touchée. Mais, alors j'entends les petits poils à gratter, moi j'en ai un que j'ai entendu aussi, c'est la question de la caméra, là-dedans. Elle évoquait juste une fois, c'est un documentaire, hein, c'est un film documentaire. Donc il est quand même... Ils sont deux acteurs principaux. Hein. Elle sait qu'elle tourne, elle est actrice. Lui, on ne sait pas très bien comment il est avec la caméra. Et ce n'est pas évoqué. Comme on est ici pour parler d'éthique, c'est vrai que c'est ce qui m'interroge un tout petit peu là par rapport à ce film. Alors, il est possible que tout ça ait été évoqué. On voit qu'il parle beaucoup et qu'elle métacommunication, elle parle beaucoup de ce qui se passe. Il est possible qu'elle ait évoqué et que ce soit coupé au montage.
Mais il n'empêche que ça m'interroge un petit peu. Oui, parfois elle dit je mets le trépied, etc. Elle le dit qu'une seule fois. Oui, c'est tout, c'est vrai. On peut tourner autour du pot, mais il l'a probablement pas vu monter. Je suis pas sûr qu'il ait encore la notion à la fin du film de ce que c'est qu'un film qui va être projeté. Donc, si vous raisonnez comme on raisonne habituellement, il est censé donner son consentement et notamment vous voyez en EHPAD, son consentement à l'image. Ah bon. On l'a pas. Je pense pas. Enfin, ils en ont peut-être parlé avant de commencer le film. Voilà. Mais c'est vrai que ça n'apparaît. Enfin, ça n'apparaît pas. Voilà, ça n'apparaît pas et on peut se poser la question. C'est la seule chose qui me dérange, effectivement. Voilà. Bon, oui, le film sort, monsieur est mort, donc voilà. C'est un petit peu compliqué. La question qui est derrière, c'est ce que on pense qu'il aurait trouvé que dans le film, une image erronée ou déshonorante ou dégradante de lui est donnée. Voilà. Non. Donc, mais effectivement, vous avez raison de pointer ce point qu'il faut le voir, effectivement, ouais. On a encore là un commentaire. Alors, c'est plus une question, mais qui rejoint complètement ce que vient de dire la dame. Comment ça serait passé s'il n'y avait pas eu la caméra et si elle n'avait pas été actrice? Ça, vraiment, c'est une grosse question. Merci. Peut-être que la réalisation du film les porte, peut-être que pour elle, alors peut-être qu'il y a une forme de mise en scène d'elle-même et de son amour, etc. Mais après tout, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie qui nous portent et qui nous permettent de passer outre des épreuves. Mais effectivement, vous avez raison, peut-être que le film fait partie, et pourtant on ne le voit pas parce qu'il est là comme l'éléphant au milieu de la pièce, mais fait partie des choses qui l'ont porté, probablement, et qui l'ont aidé. C'est 4 ans, hein. Donc c'est sur du long terme. Hein. Bon, après, moi, je dirais quand même la question de la mémoire. On sent que c'est quand même quelque chose qui les ont habités aussi tous les deux. Enfin, lui, à travers son travail, et que, enfin, je sais pas, moi, j'arrive pas à me dire qu'il aurait été, c'est de la projection, hein, mais qu'il aurait été contre ce film. On a l'impression que c'est dans une continuité quand même de ce qu'il a pu être. Mais effectivement, la question peut se poser. J'ai eu un peu cette réflexion et j'ai trouvé elle était beaucoup dans la compréhension, mais directement dans la compréhension. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu ce temps de qu'est-ce qui se passe chez mon mari, pourquoi il a ces symptômes-là. On est passé directement de « ah, je comprends » et je l'accompagne de façon presque parfaite. Alors c'est vrai qu'on a parlé de cette communication verbale, non verbale, et on a pu le voir aussi seul. Mais moi j'aurais bien aimé, bon après je sais qu'on ne peut pas refaire les choses, mais la voir aussi seule et voir aussi comment elle gère la maladie et son ressenti propre. Est-ce qu'il y a des moments où elle craque? Est-ce qu'il y a des moments où elle se questionne sur son positionnement de conjointe, d'aidante, d'aimante? Et donc il y a cet aspect-là qui me manquait un peu. Bon, après, c'est vrai qu'on ne peut pas tout montrer, c'est clair. On a vu la crise du syndrome de Capgras, mais on n'a pas accès à ces états d'âme, en fait, et à savoir ces moments de doute, à ces moments où elle se dit... là, c'est trop dur pour moi, je ne vais pas y arriver. Enfin, et donc, je pense en fait à nos aidants dans notre association, à nos malades qui auraient vu ce film magnifique, hein, mais peut-être un peu trop lisse parfois avec des moments peut-être de crise qui vivent un peu plus intenses. Voilà. Alors peut-être aussi que l'objectif du film, enfin en tout cas moi comme je l'ai vu, c'est un devoir de mémoire. Et finalement le devoir de mémoire chez lui, parce qu'il a écrit l'importance des livres, de laisser une trace. Et finalement, ce qu'elle fait quand elle le filme, et la réalisatrice également, c'est aussi un devoir de mémoire de ce monsieur. Et effectivement, le focus, il est plutôt là sur laisser une trace. Et enfin, oui, la mémoire, hein, cette mémoire émotionnelle toujours présente. Et peut-être que le focus, il était là. Hein, voilà. Mais c'est vrai que voilà. Ça manque, hein. Le dernier commentaire. Mais c'est justement pas un film sur elle, c'est un film sur lui et sur comment garder une personne vivante et existante et avec une identité le plus longtemps possible et pas se pleurer sur ses propres problèmes.
Véronique, le dernier mot. Je vais peut-être plomber un peu l'atmosphère parce que ça parle d'elle aussi. À un moment donné, elle dit, et je reconnais complètement mes malades, hein, mais est-ce que ça serait pas bien que ça s'arrête? Et lui, il dit, mais non, j'aime la vie. Oui, j'aime la vie. Et ça, mes malades disent tout ça. Hein. Et la société voit les malades d'Alzheimer tout à fait autrement. On aimerait bien qu'ils disparaissent. Hein. Et puis, il faut reconnaître la douleur de ce monsieur pendant ses crises d'angoisse. Il n'y a pas beaucoup de médecins là-dedans. On ne voit pas bien comment elle est soulagée, parce que c'est terrible d'affronter ça. C'est absolument terrible. Et à qui elle peut en parler? Et ça manque un petit peu. Il faut qu'on arrête parce qu'on commence très tôt demain. On doit absolument libérer les lieux. Mais on pourra poursuivre demain. Je voudrais juste rajouter une chose sur tout ce qu'on s'est dit. N'oubliez pas que c'est un film qui a été tourné dans un pays donné, et d'abord pour le public d'un pays donné. Et ils ont eu la chance au Chili d'avoir 2 très grandes personnalités par lesquelles ils ont fait entrer les Chiliens dans découvrir ce que c'est que la maladie d'Alzheimer et son accompagnement. On n'a pas encore eu la chance en France d'avoir 2 personnalités du monde politique, intellectuel, culturel, qui endossent un peu ce rôle de nous faire rentrer le grand public dans ce que c'est, dans les subtilités de ça. Bonne soirée, à demain.